L'enjeu? Un pari impitoyable de 10 000 $ lancé devant une foule avide d'assister à l'humiliation publique d'un vieux paysan taciturne. Ce soir d'été 1978, l'arrogance du monde moderne était certaine d'écraser le passé en quelques secondes. Mais ce qui s'est réellement passé sur cette piste de terre a défié toutes les lois de la physique, laissé 2000 témoins sans voix, et littéralement détruit un empire commercial. Voici l'incroyable histoire vraie du jour où la mécanique pure et la sagesse ancienne ont mis l'avenir à genoux. Avant de découvrir comment ce vieux tracteur a accompli l'impossible, j'ai une question pour vous. Depuis quelle ville regardez-vous cette vidéo? Dites-le moi dans les commentaires, j'adore savoir jusqu'où voyagent nos histoires. Et si vous aimez les récits où l'authenticité et le vieux bon sens triomphent de l'arrogance moderne, prenez une seconde pour liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne. C'est fait? Parfait. Accrochez-vous et retournons en 1978 sur cette piste de terre brûlante. C'était l'été 1978. Dans le nord-est de l'Iowa, la foire du comté de Chickasaw n'était pas simplement un événement local pittoresque. C'était le centre absolu de l'univers pour des milliers de familles rurales. À l'époque, avant l'ère des écrans et de l'immédiateté numérique, ces 4 jours de juillet représentaient le sommet incontesté de l'année. Imaginez l'odeur sucrée des tartes aux pommes tout juste sorties du four se mêlant à celle, plus âcre et familière, du bétail fraîchement lavé et de la poussière soulevée par les manèges mécaniques. Pour ces hommes et ces femmes dont les mains calleuses témoignaient d'une vie de labeur, la foire était une célébration de leur existence, un moment de répit bien mérité après de longues semaines passées courbées sur la terre sous un soleil de plomb. Pourtant, au-delà des paisibles concours bovins et des attractions colorées, une tension singulière et palpable s'emparait de la foule à l'approche du samedi soir. Ce qui attirait le plus de monde, ce qui faisait vibrer les gradins métalliques jusqu'à la dernière place et laissait les allées de la foire déserte, c'était l'arène de terre battue. Si vous n'avez jamais assisté à une compétition de traction de tracteur, il est crucial d'en comprendre la mécanique viscérale pour saisir l'ampleur de ce qui s'y jouait. Ce n'est en aucun cas une simple course de vitesse. C'est une épreuve de force pure, un duel sans merci entre l'ingénierie humaine et la gravité. Le principe est d'une simplicité redoutable. On accroche un tracteur à une remorque lourdement lestée, appelée le traîneau, sur une piste de terre méticuleusement préparée par les organisateurs. Mais ce traîneau n'est pas inerte, il est doté d'un mécanisme ingénieux et presque diabolique. À mesure que le tracteur avance sur la piste, un énorme poids mécanique se déplace vers l'avant de la remorque, enfonçant de plus en plus profondément des patins d'acier affûtés dans le sol compact. Plus la machine va loin, plus le fardeau devient lourd, transformant la résistance de la terre en un mur virtuel infranchissable. Le vainqueur n'est pas le plus rapide, mais celui qui parvient à tirer ce monstre de métal le plus loin possible avant que son moteur ne suffoque sous l'effort ou que ses pneus ne creusent leur propre tombe dans la poussière tourbillonnante. Comme dans les grands combats de boxe, les concurrents sont répartis par catégorie de poids. Vous affrontez des monstres d'acier d'une corpulence similaire à la vôtre. Les moteurs hurlent de douleur, la fumée noire crache des pots d'échappement vers le ciel crépusculaire et la terre tremble sous les pneus massifs qui se battent pour la moindre parcelle d'adhérence. C'est un spectacle hypnotique, un rugissement mécanique qui prend littéralement aux tripes. Mais s'arrêter à ce frisson de surface serait une grave erreur. Pour comprendre l'Amérique rurale de 1978, il faut regarder au-delà du simple divertissement. Car ces compétitions n'étaient absolument pas de simples jeux de foire. C'étaient en réalité les campagnes publicitaires les plus impitoyables et les plus coûteuses de l'époque. Chaque concessionnaire John Deere, chaque représentant d'International Harvester, chaque vendeur de Case ou d'Alishamers à 100 km à la ronde envoyait secrètement et stratégiquement ses meilleures machines dans cette arène de fortune. Gagner la traction, c'était gagner l'argumentation commerciale de l'année. C'était la preuve irréfutable, livrée sans phare sous les yeux de milliers de témoins experts, que votre marque dominait technologiquement et physiquement les autres. Les agriculteurs massés dans les tribunes en salopettes usées ne regardaient pas un spectacle. Ils assistaient à une démonstration de produits en conditions de survie. Et la réalité économique était d'une logique implacable. La machine qui s'imposait en maître absolu le samedi soir sous les projecteurs aveuglants de la foire était exactement celle que ces mêmes agriculteurs viendraient réclamer le lundi matin à la première heure en poussant la porte des concessions avec leur carnet de chèques à la main. Dans cette arène de fer et de terre, la loyauté envers une marque ne s'achetait pas avec de belles paroles ou des brochures sur papier glacé. Elle se forgeait dans la violence de l'effort, et elle pouvait être détruite en un instant, balayée par quelques mètres de poussière amère. Personne ne comprenait cette réalité brutale et commerciale mieux que Rick Sever. À 48 ans, Rick était l'archétype même du vendeur né.
Propriétaire de la concession John Deere locale depuis le milieu des années 60, il possédait ce sourire éclatant, ce regard perçant et cette poignée de main ferme capable de vous convaincre que signer un chèque d'une petite fortune pour un équipement agricole était la décision financière la plus brillante de votre existence. Rick n'était pas un fermier aux mains abîmées par la terre. C'était un homme d'affaires redoutable, un prédateur en costume qui savait parfaitement lire une foule. Depuis l'été 1974, il avait méthodiquement transformé la piste de terre de Chickasaw en sa vitrine personnelle. Cette année-là, en engageant un modèle de démonstration, il avait remporté la victoire haut la main et vendu 3 machines flambant neuves la semaine suivante, dans un comté où il en écoulait habituellement à peine 3 par mois. L'équation s'était révélée irrésistible. Depuis lors, Rick régnait en maître absolu sur la foire. 4 années consécutives de domination incontestée, 4 trophées dorés trônant fièrement sur le mur de son bureau climatisé, et surtout, 4 années où les agriculteurs, hypnotisés par la suprématie de la peinture verte et jaune, affluaient dans son hall d'exposition. Il s'était peu à peu enivré de ses propres succès, se forgeant une arrogance polie mais inébranlable, convaincu d'être intouchable. Mais pour cette édition de 1978, Rick ne venait pas seulement pour gagner, il venait pour écraser psychologiquement toute concurrence. Son arme ultime venait tout juste d'être livrée, le tout nouveau John Deere 4440. Ce n'était plus un simple tracteur, c'était un vaisseau spatial posé sur des roues crantées gigantesques, le navire amiral d'une nouvelle ère d'excès mécanique. Sous son capot profilé rugissait un moteur diesel turbocompressé développant la puissance alors phénoménale de 130 chevaux. À une époque où beaucoup transpiraient encore à l'air libre dans la poussière des champs, cette bête d'acier offrait une cabine insonorisée dernier cri, l'air conditionné glacé, une transmission automatique d'une fluidité redoutable et des capacités hydrauliques capables de soulever une maison. Le prix de cette merveille de technologie? 40 200 $. Une somme astronomique, presque obscène, qui aurait suffi à acheter une belle exploitation agricole entière quelques décennies plus tôt. Mais Rick exhibait ce mastodonte arrogant avec la fierté d'un roi paradant avec sa couronne. Tout au long de l'été, il l'avait laissé en évidence en plein centre-ville, paré d'une immense banderole proclamant « Venez conduire le futur ». Il l'avait déjà fait courir dans 3 autres foires voisines, humiliant ses adversaires avec des marges si colossales que le suspense n'existait même plus. L'étape de Chickasaw devait être le joyau final de sa tournée triomphale. Adossé au comptoir de la coopérative locale, Rick se pavanait devant les habitués, distribuant les promesses de record avec l'assurance écœurante de celui qui estime que la bataille est déjà gagnée d'avance. Pour lui, la victoire s'achetait simplement. Elle se mesurait en dollars, en décibels et en fiches techniques. Dans son esprit formaté par les dépliants publicitaires sur papier glacé, la puissance brute et l'innovation étaient les seuls maîtres du monde. Il était viscéralement convaincu que l'ingénierie moderne écrasait tout sur son passage. Face à ce Goliath étincelant, la question pour les spectateurs n'était plus de savoir si Rick Sever allait triompher, mais simplement de mesurer avec quelle violence il allait anéantir le reste de la vallée. À l'ombre écrasante de ce titan de métal vert et d'orgueil commercial, se tenait un homme forgé dans un tout autre alliage. Virgil Tesdall, 63 ans, n'avait rien d'un vendeur en quête de lumière ou de reconnaissance publique. Son visage, raviné par les saisons successives et cuit par le soleil implacable de l'Iowa, racontait une histoire que les brochures sur papier glacé de Rick Sever préféraient effacer de la mémoire collective. Virgil était un enfant du Dust Bowl. Cette époque maudite et tragique des années 30 où la terre, asséchée et maltraitée, s'était soulevée en d'immenses tempêtes de poussière pour étouffer les récoltes, noircir le ciel en plein jour et briser l'esprit de milliers de familles. De cette jeunesse marquée au fer rouge par la faim, l'exode et le désespoir, il avait hérité d'un stoïcisme à toute épreuve, d'une connexion presque charnelle à son propre lopin de terre et d'une méfiance viscérale envers les nouveautés étincelantes. Pour lui, l'emprunt n'était pas un outil financier moderne. C'était un piège, une corde de velours glissée autour du cou d'un homme libre par des banquiers souriants. Là où Rick scandait à qui voulait l'entendre qu'il fallait sans cesse acheter l'avenir pour survivre dans ce nouveau monde agricole, Virgile incarnait une philosophie radicalement opposée, fondée sur une sagesse ancienne, silencieuse et inébranlable, maîtriser ce que l'on possède. Il refusait catégoriquement d'entrer dans ce jeu effréné de la consommation, cette course en avant qui transformait peu à peu les fermiers de la région en esclaves de leurs propres équipements. En 1937, lorsqu'il avait repris les modestes 200 acres familiaux avec sa jeune épouse, les experts locaux juraient que cette parcelle exiguë était bien trop petite pour espérer nourrir un foyer. Pendant 41 ans, Virgile leur avait donné tort. Et il l'avait fait selon ses propres termes. Pas en s'endettant lourdement pour avaler les fermes voisines, pas en traquant le rendement maximum à coups d'engrais chimiques ou de machines ruineuses, mais par un labeur d'une lenteur majestueuse, attentif au moindre frémissement du sol et profondément respectueux des cycles naturels.
Il labourait ses champs avec la même précaution qu'un érudit manipule les pages d'un livre en menaçant de se déchirer. Dans son esprit pragmatique, un fermier n'avait pas vocation à dominer la nature par la force brute de 130 chevaux. Il devait collaborer avec elle. Au cours de ces 4 décennies de travail ininterrompu, ce patriarche discret n'avait possédé en tout et pour tout que 4 tracteurs. Jamais neufs, toujours achetés d'occasion ou sauvés d'une vente aux enchères pour faillite, réparés de ses propres mains noircies par le cambouis et entretenus avec une rigueur quasi militaire. Il prouvait, moisson après moisson, que le succès véritable et durable ne découlait pas d'une débauche de puissance technologique, mais de la patience infinie, de l'observation minutieuse et du refus absolu de céder au chant des sirènes de l'obsolescence programmée. Virgile était l'antithèse vivante de l'arrogance clinquante qui s'affichait au centre de la foire. Il n'avait que faire des cabines climatisées isolant l'homme de la terre ou des transmissions automatiques aseptisées. Pour lui, si vous ne sentiez pas la chaleur étouffante de la mécanique vibrer sous vos bottes usées, si vous ne respiriez pas la poussière de votre propre sueur à la fin de la journée, vous aviez cessé d'être un paysan pour devenir le simple opérateur d'une usine à ciel ouvert. Une dignité tranquille émanait de sa silhouette voûtée lorsqu'il marchait. Il ne cherchait à impressionner personne. Pourtant, sous cette apparence humble et taciturne, brûlait une conviction d'acier, prête à rappeler au monde moderne qu'une sagesse ancienne, forgée dans l'adversité, pouvait encore tenir tête, avec une violence silencieuse, à l'aveuglement mécanique de l'avenir. Le tracteur de Virgile n'avait absolument pas sa place sous les projecteurs scintillants ou sur les affiches publicitaires. C'était un Farmall Super M de l'année 1952, une machine arrachée pour 800 pauvres dollars lors de la vente aux enchères d'une ferme en faillite. À première vue, avec sa peinture rouge délavée par les intempéries, son siège rapiécé au ruban adhésif et son pot d'échappement légèrement incliné, il ressemblait à une relique mélancolique, bonne pour le musée ou la casse. Mais sous cette carapace modeste, piquée par une inoffensive rouille de surface, se cachait un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie, un prodige mécanique oublié que les commerciaux en costume cravate ignoraient avec dédain. Pour comprendre l'ampleur du séisme qui se préparait en silence, il faut d'abord détruire une illusion soigneusement entretenue par les constructeurs modernes. Sur le papier glacé des brochures, le vieux Farmall affichait péniblement 48 chevaux. Face aux 130 chevaux enragés du Goliath de Rixever, ce chiffre prêtait inévitablement à sourire. C'était précisément cette asymétrie apparente qui nourrissait l'assurance aveugle du concessionnaire. Seulement, les chevaux imprimés à l'encre noire sur un catalogue de vente ne tirent pas les charrues et ne gagnent pas les combats dans la boue. Dans la dure réalité de la Terre, ce qui compte véritablement, ce n'est pas la puissance maximale d'un moteur hurlant à vide. C'est la force de traction à la barre, ses capacités viscérales, presque animales, à transférer chaque goutte d'énergie du bloc moteur directement dans le sol sans la moindre déperdition. Le Super M était le fruit d'une époque révolue. Au début des années 50, les ingénieurs d'International Harvester ne concevaient pas des machines destinées à travailler vite ou à flatter l'ego de leurs propriétaires. Ils forgeaient des bêtes de somme d'une simplicité mécanique absolue, coulées dans des alliages d'une densité exceptionnelle pour durer l'éternité. Rien n'était superflu. Tout était surdimensionné. Son arme fatale, son secret le mieux gardé, résidait dans l'architecture même de sa boîte de vitesse. La première vitesse du Farmall était une merveille absolue de démultiplication. Là où les tracteurs de la nouvelle génération sacrifiaient délibérément le couple à très bas régime pour offrir des vitesses de route confortables et rapides, le Super M faisait très exactement l'inverse. Lorsqu'il était enclenché en première, le tracteur de Virgile avançait à l'allure d'un homme marchant au pas, s'étirant péniblement à 2 ou 3 km par heure. Mais à cette cadence hypnotique et lente, la magie opérait. Chaque once de puissance générée par le modeste moteur à essence à course longue était méticuleusement capturée par des engrenages massifs, multipliés de façon exponentielle, puis écrasés vers la terre sous forme d'une force d'arrachement titanesque. Le John Deere 4440, taillé pour avaler des hectares à grande vitesse, gaspillait une immense partie de son énergie s'il était contraint d'évoluer au ralenti. Sa transmission sophistiquée peinait à traduire ce régime en force pure à faible allure. Le Farmall, en revanche, ne connaissait que l'effort brut, constant et inflexible. À la barre de traction, un Super M parfaitement réglé pouvait déplacer une charge frôlant les 85% de son propre poids. C'était un ratio d'efficacité mécanique purement ahurissant, une prouesse que la plupart des colosses modernes plafonnant à 70% ne pouvaient qu'envier en silence. Virgile connaissait l'anatomie intime de son vieux compagnon de fer. Il savait éperdument que dans l'arène de Chickasaw, on ne couronnait pas la machine la plus rapide ni la plus rutilante. L'arène ne respectait que l'adhérence parfaite et la force implacable. Et dans ce domaine millimétré, son tracteur de 800 $ n'avait rien d'une antiquité vulnérable. C'était un monstre d'acier, patiemment tapi dans l'ombre,
prêt à donner la plus grande leçon d'humilité de l'histoire de la mécanique agricole. Pour comprendre le génie silencieux de Virgile Tezdal, il faut d'abord percer le secret fondamental de la compétition. Une traction de tracteur n'est absolument pas un concours de puissance motrice, contrairement à ce que les foules hypnotisées par les moteurs hurlants et les discours commerciaux aiment à croire. C'est, dans sa forme la plus stricte, une impitoyable équation d'adhérence. La victoire appartient exclusivement à la machine capable de transférer la plus grande quantité de force dans la Terre à travers ses roues motrices sans glisser. Et cette force de pénétration est dictée par un principe physique immuable, le poids multiplié par la friction. Le mastodonte clinquant de Rixever pesait près de 14 000 livres, utilisant cette masse colossale pour écraser littéralement la piste et trouver de la prise. Le Farmal Super M, tel qu'il était sorti d'usine un quart de siècle plus tôt, dépassait à peine les 6 000 livres. Face au terrible traîneau d'acier qui devenait plus lourd à chaque mètre franchi, une machine aussi légère était théoriquement condamnée à patiner, ses roues grattant frénétiquement la surface dans un nuage de poussière stérile. Mais Virgile n'avait nullement l'intention de subir les lois de la physique. Il comptait s'en servir comme d'une arme. Pendant 3 longs mois, dans la pénombre rassurante et solitaire de sa grange, à l'abri des regards moqueurs de la ville, le vieil homme a méticuleusement forgé son armure invisible. Il n'a commandé aucune masse en fonte rutilante à accrocher fièrement à l'avant du capot, ni de lourds disques métalliques ostentatoires pour habiller ses jantes. Ces artifices grossiers auraient immédiatement trahi ses véritables intentions aux yeux des experts de la foire. Virgile a préféré exhumer une vieille astuce de paysan, une technique sournoise et redoutable que la nouvelle génération, aveuglée par le culte des chevaux vapeur, avait complètement fini par oublier. Avec une patience infinie, il a pompé et rempli les énormes chambres à air de ses pneus arrière avec une solution liquide de chlorure de calcium. Ce fluide dense, lourd et corrosif est venu se loger silencieusement au cœur même du caoutchouc, ajoutant d'un seul coup 1500 livres de poids mort. L'avantage de cette masse colossale était qu'elle se positionnait à l'endroit le plus stratégique qui soit, directement sur l'essieu arrière, poussant les crampons usés à mordre impitoyablement les entrailles de la terre. Extérieurement, le profil des pneus restait parfaitement banal. Intérieurement, il s'était transformé en de véritables enclumes. Pourtant, le vieux fermier estimait que ce n'était pas encore suffisant. Travaillant tard dans la nuit, guidé par la lueur bleutée et dansante de son poste à souder, il a fabriqué sur mesure un ingénieux réseau de laisses internes. Il a récupéré des pets tronçons de rails de chemin de fer, 200 livres d'acier brut et froid, qu'il a minutieusement boulonnés au plus profond du ventre de la machine. Disposés à l'intérieur même du châssis, ces blocs massifs étaient totalement invisibles à l'œil nu. Quiconque se pencherait sur le tracteur ne verrait qu'une mécanique ancienne et fatiguée, incapable de soupçonner la densité anormale et effrayante de ses entrailles. Le résultat final de cette préparation obsessionnelle était un chef-d'œuvre absolu de tromperie. En additionnant le liquide dense et l'acier ferroviaire, Virgile avait propulsé le poids total de son Farmal à près de 8200 livres. Ce qui ressemblait à s'y méprendre à une épave rouillée, achetée pour une misère et rafistolée de briques et de brocs, était en réalité un prédateur furtif, une bête lourdement lestée, mathématiquement calibrée pour déchirer la piste. Sous son inoffensive carapace de peinture délavée, le modeste Super M cachait un piège parfait. Virgile possédait un secret dévastateur, et il n'attendait plus qu'une chose, qu'un géant arrogant vienne s'y empêtrer de son plein gré. Le jeudi après-midi, l'atmosphère de la foire prit une tournure inattendue dans la zone de préparation, située derrière les immenses tribunes de bois. Cet espace enclos de cordes, d'ordinaire réservé aux vérifications techniques et aux ultimes réglages mécaniques, s'était transformé en une véritable exposition à ciel ouvert. Les familles déambulaient entre les mastodontes d'acier endormis, admirant les carrosseries luisantes, tâtant les pneus massifs et jaugeant les forces en présence. À une extrémité de cet alignement viril trônait le John Deere 4440 de Rixever. Astiqué jusqu'à devenir un miroir éblouissant, il reflétait les rayons brûlants du soleil avec une arrogance presque indécente. Entouré de banderoles publicitaires flambant neuves, le concessionnaire distribuait sourires carnassiers, brochures en papier glacé et poignées de main appuyées à quiconque s'approchait à moins de 3 mètres. À l'exact opposé de cette parade commerciale, relégué dans la poussière, à la toute fin de la rangée, se tenait le Farmal Super, monsieur le contraste était d'une brutalité saisissante. D'un côté, le futur triomphant de l'agriculture. De l'autre, un fantôme rouge passé, le siège éventré retenu par du ruban adhésif grisâtre, acheté pour une poignée de billets froissés. Fidèle à son habitude, Rick entreprit d'inspecter les rangs ennemis, jaugeant la compétition avec la condescendance d'un monarque passant ses troupes en revue. Lorsqu'il s'arrêta net devant le tracteur de 1952, un silence amusé s'empara d'abord de lui. Puis, un rire tonitruant, théâtral et calculé, déchira l'air chaud de l'après-midi.
Ce n'était pas un gloussement discret, mais une moquerie sonore, conçue sur mesure pour attirer l'attention de chaque personne présente dans un rayon de 50 mètres. S'adressant à la cantonade, il demanda à voix haute, avec une fausse incrédulité, qui avait bien pu avoir l'audace ou la stupidité d'inscrire cette relique de 48 chevaux dans la catégorie reine des poids illimités. Assis paisiblement sur une botte de paille à l'arrière de sa machine, Virgile, qui mâchait lentement un sandwich au jambon, leva simplement les yeux. D'une voix atone, il confirma être le propriétaire. Flairant l'opportunité d'un spectacle mémorable, le vendeur s'approcha, attirant dans son sillage une foule curieuse d'une quarantaine de badauds flairant le sang. Avec un timing comique digne d'un acteur de foire, Rick déclara haut et fort que présenter un tel engin face à son monstre turbo-compressé revenait très exactement à aligner une bicyclette rouillée sur la ligne de départ d'une course automobile professionnelle. L'assemblée éclata d'un rire franc et complice. Le public, hypnotisé par l'aura du riche commerçant, se rangea instantanément du côté du pouvoir. Le malaise ambiant glissait sur Virgile comme une averse sur une toile cirée. Il ne broncha pas, avalant silencieusement une nouvelle bouchée, le regard imperturbable. Grisé par cette hilarité générale et gonflé par sa propre vanité, Rick franchit alors la ligne de non-retour. Il éleva encore la voix, s'assurant que l'histoire s'inscrirait dans la légende du comté. Avec la certitude absolue de l'homme qui ne peut pas perdre, il lança un défi insensé. Il mit 10 000 $ sur la table, pariant publiquement que la carcasse de Virgile ne parviendrait même pas à tirer le traîneau au-delà de la misérable marque des 100 pieds. 10 000 $. En 1978, c'était plus que ce que la majorité des fermiers de la région gagnaient en une année entière de labeur acharné. Les rires s'évaporèrent instantanément. La cruauté de la proposition, écrasante pour un modeste paysan, transforma l'amusement en un silence de mort, lourd et étouffant. Plus personne n'osait murmurer. Virgile finit calmement son repas, plia soigneusement le papier paraffiné qu'il glissa dans la poche de sa salopette, se leva avec une lenteur calculée et soutint le regard du vendeur. D'un ton remarquablement placide, il accepta le pari. Le visage de Rick vacilla une fraction de seconde avant qu'il ne tende la main pour sceller ce pacte insensé. Sans le savoir, l'arrogant Goliath venait de glisser la tête dans un nœud coulant parfaitement ajusté. Dès le vendredi matin, la rumeur du pari insensé se propagea à travers tout le comté de Chickasaw avec la fulgurance d'un feu de broussailles un jour de grand vent. Dans les cafés, au comptoir des quincailleries agricoles et aux sorties des églises, on ne parlait plus que de cette confrontation inouïe. Ce n'était plus une simple compétition mécanique régionale. Le récit avait muté pour devenir une épopée biblique, un choc des titans. C'était l'éternel combat de David contre Goliath, les 800 pauvres dollars contre les 40 000 étincelants, le fermier rugueux et taciturne contre le vendeur aux dents longues. Surtout, c'était le passé affrontant le futur. L'engouement fut tel que les organisateurs durent placarder le panneau complet devant les guichets de la grande tribune dès le vendredi après-midi. Des centaines de billets supplémentaires s'arrachèrent sous le manteau, gonflant la foule bien au-delà des jauges habituelles. Des hommes et des femmes qui n'avaient pas mis les pieds à une compétition de traction depuis des décennies se pressaient aux portes, attirés par l'odeur du sang et l'ampleur du drame qui se préparait. Lorsque le crépuscule du samedi soir enveloppa finalement le champ de foire, l'atmosphère était chargée d'une électricité suffocante. La chaleur avait été écrasante toute la journée, le thermomètre grimpant jusqu'à 91 degrés, faisant trembler l'air au-dessus du sol surchauffé. Et c'est précisément cette fournaise estivale qui allait dicter les règles impitoyables du combat. Pour comprendre le drame qui s'apprêtait à se jouer sous les projecteurs, il faut examiner la piste de 300 pieds avec l'œil clinique d'un géologue. L'équipe d'entretien de la foire avait passé la semaine à arroser, tasser et gratter ce mélange complexe de terre et d'argile. Leur but était d'obtenir une surface offrant une traction optimale, ni trop collante ni trop fuyante. Mais sous les assauts du soleil implacable de ce samedi caniculaire, la couche supérieure de la piste avait littéralement cuit. Elle s'était transformée en une croûte dure, sèche et cassante, semblable à de la céramique cuite au four. En dessous, cependant, à quelques centimètres seulement de la surface, la terre conservait une humidité précieuse, noire et compacte, véritable promesse d'une adhérence parfaite. Cette stratification singulière du sol posait un dilemme physique mortel. Un tracteur massif, pesant ses 14 000 livres comme le monstre de Rick Sever, posséderait la force d'impact nécessaire pour briser instantanément ces croûtes asséchées. Ces pneus colossaux traverseraient la surface dure pour s'enfoncer et s'agripper fermement à la terre humide en profondeur. En revanche, une machine plus légère serait condamnée d'avance. Dépourvue de la masse suffisante pour percer ces carapaces de terre cuite, elle resterait bloquée en surface, ses roues patinant désespérément sur la croûte glissant comme un patineur sur un lac gelé. C'était là que résidait le pari absolu et vertigineux de Virgile. C'était l'instant de vérité pour son ingénierie secrète.
Sur la balance officielle, les 6000 livres d'origine de son farmal n'auraient eu strictement aucune chance de briser la surface. Le tracteur aurait glissé, hurlé dans le vide, et se serait immobilisé bien avant la fatidique ligne des 100 pieds, scellant son humiliation publique et sa ruine financière. Mais caché dans les entrailles de la bête, l'alliage invisible de chlorure de calcium et de rails de chemin de fer attendait son heure. Ce poids fantôme que personne ne soupçonnait était désormais la seule et unique barrière qui séparait le vieil homme d'un désastre total. Le champ de bataille était prêt et la terre n'accorderait aucune pitié. La catégorie reine, celle des poids illimités, marqua l'apothéose de la soirée. C'était l'événement principal, celui pour lequel 2500 personnes retenaient leur souffle dans la moiteur étouffante de la nuit. 8 monstres d'acier étaient inscrits, tous des modèles récents développant au minimum une centaine de chevaux. Pour établir la norme de cette arène impitoyable, les concurrents ordinaires s'élancèrent les premiers. Leurs passages successifs confirmèrent la brutalité de la piste asséchée. 2 John Deere arrachèrent des distances respectables de 218 et 241 pieds avant de suffoquer. Un tracteur Cass s'enlisa péniblement à 204. Un puissant International Harvester vit son joint de transmission exploser dans un claquement métallique terrifiant à peine passé la barre des 112 pieds. Un Oliver finit sa course à 189. La terre ne faisait aucun cadeau. La gravité et la friction broyaient les ambitions mécaniques les unes après les autres, posant un cadre profondément intimidant pour la suite de la compétition. Puis, ce fut au tour de Rick Sever. Lorsqu'il grimpa avec une agilité théâtrale dans la luxueuse cabine de son John Deere 4440, une clameur assourdissante monta des gradins de bois. Il salua la foule d'un geste ample et confiant, enclencha sa transmission automatique et fit un signe impérieux à l'accrocheur. La lourde chaîne d'acier se tendit brusquement entre le traîneau et la machine. Ce qui suivit ne fut pas une simple accélération, mais une véritable explosion de violence industrielle. Le moteur diesel turbocompressé hurla avec une fureur perçante qui fit vibrer le sol jusque sous les semelles des spectateurs, crachant un panache fuligineux vers les étoiles. L'odeur âcre du gazole brûlé envahit instantanément l'air suffocant. Les immenses pneus arrière flambant neufs, dotés de crampons agressifs, mordirent la piste. Comme la physique l'exigeait, les 14 000 livres du monstre écrasèrent la croûte d'argile cuite sans la moindre difficulté, la fracassant pour plonger violemment dans la terre humide et puiser une adhérence titanesque. Une gerbe de poussière sombre fut projetée à plus de 20 pieds en l'air, dans le sillage des roues. Sous l'impact monstrueux du couple, l'avant du tracteur se souleva majestueusement, les roues directrices quittant le sol pour flotter dans le vide, laissant tout le poids reposer sur l'essieu arrière. C'était un spectacle terrifiant, une démonstration de force brute à l'état pur. Le traîneau s'ébranla à une vitesse stupéfiante. Bien que le mécanisme de la remorque transférât un poids de plus en plus écrasant sur les patins, le Goliath l'ignorait superbement. 100 pieds, 150, 200. La bête rugissait, écrasant la résistance de la terre avec une arrogance mécanique absolue et dévastatrice. Cependant, passé la barre des 220 pieds, le fardeau devint mathématiquement insoutenable. Le hurlement suraigu du turbocompresseur devint soudainement plus grave, plus caverneux, trahissant une agonie métallique inévitable. À 255 pieds, l'adhérence finit par céder brutalement. L'arrière du 4440 chassa violemment sur le côté, les pneus patinant avec rage pour creuser des ornières béantes et arracher des mottes de terre désespérées. Le tracteur s'immobilisa dans un dernier râle d'échappement. 258 pieds. La foule exulta dans un vacarme assourdissant. C'était une distance écrasante, dominante, perçue par tous comme inatteignable. Rick bondit hors de sa cabine climatisée, le visage rouge de triomphe, levant les poings vers le ciel nocturne. Ivre de victoire, il chercha Virgile du regard à l'autre bout de la piste et, la voix portée par l'adrénaline, lui hurla de préparer son carnet de chèques pour la misérable ligne des 100 pieds. Le géant venait de dicter sa loi avec une sauvagerie absolue. Ce fut enfin au tour de Virgile Tesdal. Le contraste avec la démonstration de force ravageuse qui venait de s'achever fut si brutal qu'il en devint presque déroutant pour l'assistance. Alors que l'écho du turbocompresseur hurlant de Rick Sever résonnait encore dans la nuit estivale, le Farmal Super M s'avança vers la ligne de départ avec une tranquillité monacale. Le vieux moteur à essence ne rugissait pas pour intimider ses adversaires. Il exhalait un bourdonnement sourd, profond et imperturbable, semblable au battement de cœur lent et mesuré d'une bête endormie. Dans les gradins bondés, l'excitation fiévreuse était lourdement retombée. Le public, saturé par la violence du spectacle moderne et persuadé que le suspense était mort, regardait cette relique rougeoyante avec un scepticisme ouvertement teinté de pitié. Quelques familles, convaincues que l'issue était courue d'avance et que les 10 000 $ du pari avaient déjà changé de main, commençaient même à rassembler leurs affaires pour se diriger vers les sorties.
Sans se soucier une seule seconde des murmures moqueurs ou des regards condescendants, Virgile s'installa confortablement sur son siège rafistolé et accomplit un geste que personne n'attendait. Il enclencha la première vitesse. Dans le monde frénétique de l'attraction, c'était une hérésie technique absolue, un rapport de boîte considéré comme beaucoup trop lent pour espérer générer le moindre élan mécanique. Le vieil homme relâcha doucement la pédale d'embrayage. La lourde chaîne d'acier reliant l'attelage au traîneau se tendit sans le moindre à-coup brusque, dans un cliquetis presque délicat. Le phare mâle s'ébranla. À première vue, c'était un spectacle pitoyable. Là où les monstres d'acier s'élançaient comme des fauves enragés, soulevant des tempêtes de poussière aveuglante, le Super-M rampait à une allure d'escargot, dépassant à peine les 3 km par heure. La machine avançait au rythme paisible d'un homme se promenant un dimanche après-midi. Il n'y avait ni panache de fumée dramatique, ni rugissement spectaculaire de l'échappement, ni cabrage héroïque des roues avant. Les spectateurs qui s'éloignaient jetèrent un dernier coup d'œil par-dessus leur épaule, secouant la tête, confortés dans leur idée que cette machine anachronique allait s'étouffer dans les secondes à venir. Mais pour les puristes présents le long des barrières, pour ceux dont les yeux savaient lire au-delà des apparences trompeuses, une magie silencieuse et prodigieuse était en train de s'opérer dans l'obscurité de la piste. Ce que la foule bruyante ignorait, ce que les ingénieurs chevronnés n'avaient pas se modéliser, était le miracle invisible qui se produisait à l'endroit exact où le vieux caoutchouc usé épousait la terre cuite par le soleil. Le fardeau liquide de chlorure de calcium, patiemment tapi dans les ténèbres des énormes pneus arrière, accomplissait très exactement la mission pour laquelle Virgile l'avait conçu. Cette masse écrasante et silencieuse forçait les crampons arrondis par les années à transpercer la croûte stérile avec la précision clinique d'un scalpel. Les roues ne glissaient pas. Elles ne dérapaient pas d'une fraction de millimètre. Elles pénétraient l'argile dure et s'ancraient profondément dans la terre noire et humide qui se cachait juste en dessous. C'était une démonstration vertigineuse d'adhérence absolue. Chaque révolution du moteur, chaque cycle de combustion, était méticuleusement traduit en force de traction brute. Il n'y avait rigoureusement aucune perte. Zéro patinage. Zéro énergie gaspillée dans un nuage de poussière stérile. Le couple moteur pur se fondait intimement avec la résistance de la Terre. Le monstre mécanique dépassa la marque des 20 pieds, puis des 40, puis des 60. Le rythme hypnotique du moteur ne variait pas d'un iota. Le traîneau accumulait la résistance, le poids glissant inexorablement vers l'avant de la remorque pour enfoncer ses patins meurtriers dans le sol, mais le vieux tracteur continuait de marcher, pas à pas, inflexible. Les hommes qui s'apprêtaient à quitter l'arène s'arrêtèrent net dans les allées, hypnotisés par cette force tranquille qui défiait outrageusement les lois de l'évolution. Le murmure des conversations mourut lentement, remplacé par un silence chargé d'une tension électrique vertigineuse. Le ridicule s'évaporait à chaque mètre conquis, cédant la place à une admiration brute, grandissante et totalement stupéfaite. Le cap fatidique des 100 pieds approchait avec une lenteur insoutenable. Dans les gradins, plus personne ne respirait. Chaque centimètre gagné sur la piste de terre semblait suspendre le temps lui-même. Sans la moindre hésitation, sans le moindre tressaillement de ses roues motrices, le vieux phare mâle franchit la ligne. En un instant silencieux, le pari insensé de 10 000 $ venait d'être remporté. Virgile venait d'arracher une véritable fortune aux mains de l'arrogance avec la placidité d'un homme allant chercher son courrier. La logique aurait voulu qu'il débraie, qu'il coupe les gaz et qu'il savoure cette humiliation financière infligée à son rival. Mais la main calleuse du fermier ne bougea pas d'un millimètre sur la manette. Il n'était pas venu uniquement pour l'argent. Il était venu pour livrer une leçon d'ingénierie absolue. Le tracteur rouge continua d'avancer. Sur le traîneau, le lourd caisson de transfert s'était désormais glissé tout à l'avant, écrasant les patins d'acier dans le sol avec une pression colossale. La résistance devenait astronomique. C'est alors que commença une véritable symphonie mécanique, un chant du cygne sublime et rugueux. Le bourdonnement paisible du moteur mua en un grondement guttural, sourd et profond. Sous l'effort titanesque, le pot d'échappement incliné se mit à tousser de lourdes volutes de fumée noire, trahissant la souffrance des pistons qui luttaient contre l'impossible. Le châssis tout entier frémissait de douleur. Pourtant, le miracle opérait toujours. Les pneus arrière, écrasés par le poids invisible de l'eau et de l'acier ferroviaire, se déformaient sous l'effort, s'enfonçant de plus en plus profondément dans les ornières. Ils creusaient, ils s'agrippaient à la chair humide de la terre, mais à aucun moment ils ne patinèrent. Pas une seule fois. Chaque rotation, même accomplie dans une agonie de métal, se traduisait par un mouvement continu vers l'avant. 150 pieds, 180, 200 pieds. Une rumeur sourde, mi-émerveillée, mi-incrédule, commença à s'élever de la foule tétanisée. Sous leurs yeux ébahis, la relique de 800 $ venait de dépasser la marque laissée par le Caz. Elle avala la distance de l'Oliver.
Bientôt, elle laissa derrière elle les cadavres virtuels des autres machines modernes qui avaient capitulé bien avant. Le vieil engin avançait toujours, inexorable, poussant les lois de la physique dans leur dernier retranchement. Sur le bord de la piste, le visage de Rick Sever s'était métamorphosé. Son sourire carnassier s'était évaporé, balayé par une pâleur cadavérique. Les poings serrés à s'en faire blanchir les jointures, il regardait son pire cauchemar se matérialiser au ralenti. L'impensable était en train de se produire. Son vaisseau amiral à 40 000 $ était menacé par un fantôme ressuscité d'une vente aux enchères. 220 pieds, 240. Le phare mâle donnait tout ce qui lui restait de vie. Les pneus raclaient désormais les abysses de la piste, prouvant la limite absolue de la friction terrestre. 245, 250. Enfin, dans un dernier soupir mécanique, la force du sol eut raison de la volonté de l'acier. L'avancée s'arrêta. Il n'y eut pas de dérapage dramatique ni de hurlements stridents, juste un arrêt solennel, digne et lourd. Virgile ramena calmement la manette au ralenti. Les juges se précipitèrent avec leur ruban à mesurer. Le verdict tomba, foudroyant, 252 pieds. À peine 6 misérables pieds derrière le monstre de Rick. 6 pieds. C'était techniquement une deuxième place, mais dans le cœur battant de chaque homme et de chaque femme présent ce soir-là, c'était la plus éclatante, la plus glorieuse et la plus écrasante des victoires. Le silence qui suivit l'arrêt du moteur ne dura qu'une fraction de seconde. Puis, les tribunes de bois explosèrent littéralement. 2000 personnes se levèrent comme un seul homme dans un vacarme assourdissant, tapant des pieds sur les gradins métalliques, jetant leurs casquettes en l'air, hurlant à s'en déchirer les poumons. C'était une ovation debout, longue, vibrante et frénétique, dédiée non pas au vainqueur officiel de la catégorie, mais à l'homme qui venait techniquement de terminer à la deuxième place. À cet instant précis, personne ne se souciait de la victoire statistique du John Deere. L'histoire qui venait de s'écrire sous leurs yeux ébahis était infiniment plus grandiose. Une machine rouillée de 26 ans, achetée pour une misère aux enchères, venait de talonner, à 6 pauvres pieds de distance, le summum absolu de l'ingénierie moderne à 40 000 $. Virgile coupa le contact. Dans le calme souverain qui caractérisait chacun de ses gestes, il descendit de son siège rapiécé. Il ne sourit pas, ne leva pas les poings au ciel en signe de triomphe, n'exigea aucune gloire de la part de la foule en délire. Il traversa simplement la piste de terre meurtrie, le pas lent, mesuré et inflexible, se dirigeant droit vers la zone de chronométrage où Rick Sever se tenait, absolument pétrifié. Le concessionnaire flamboyant avait perdu de sa superbe. Son vernis de vendeur d'élite s'était violemment craquelé, laissant place à un homme blême, les bras ballants, dont le cerveau tentait désespérément de résoudre une équation mathématique impossible. Lorsqu'ils se retrouvèrent face à face, Virgile le regarda droit dans les yeux et, d'une voix posée, réclama simplement ses 10 000 $. Rick sortit lentement son chéquier de la poche intérieure de sa veste sur mesure. Ses mains tremblaient imperceptiblement pendant qu'il rédigeait le montant faramineux sous le regard attentif d'une centaine de badauds redescendus des gradins pour encercler les deux hommes. Il tendit le morceau de papier au fermier, mais l'orgueil brisé du commerçant exigeait une réponse. D'une voix rauque, dépouillée de toute arrogance, Rick demanda comment un tel exploit, défiant toutes les règles de la physique moderne, avait pu se produire. Comment 52 misérables chevaux avaient pu terrasser son colosse? C'est alors que Virgile asséna le coup de grâce. Il n'utilisa ni moquerie vengeresse ni insulte, mais la lame froide et chirurgicale de la pure logique mécanique. Il expliqua, avec la précision redoutable d'un ingénieur en chef, que le monstre rutilant de Rick produisait certes 130 chevaux à 2200 tours par minute, mais que sa propre machine, tournant à 1600 tours en première vitesse, appliquait une force d'arrachement à la barre de traction effroyablement proche de la sienne grâce à une démultiplication parfaite. Le patriarche détailla ensuite la texture de la gomme. Il souligna que les pneus neufs et durs du John Deere déchiraient la terre, tandis que sa propre gomme, vieille de 2 décennies, s'était assouplie, ses crampons arrondis épousant méticuleusement ce sol mix pour y trouver une adhérence absolue. Puis, dans un murmure qui résonna comme une sentence de mort pour le concessionnaire, Virgile révéla son arme secrète. Il parla des 1500 livres de chlorure de calcium liquide cachés dans les pneus et des 200 livres de rails de chemin de fer dissimulés dans les entrailles du châssis. Rick écarquilla les yeux. La révélation le frappa de plein fouet. Il comprit, en regardant les fermiers silencieux agglutinés autour d'eux qui buvaient chaque parole, que le chèque de 10 000 $ n'était rien comparé à la véritable catastrophe. Son modèle économique tout entier, basé sur l'obsolescence et la course à la puissance, venait d'être publiquement pulvérisé. Le vendeur illusionniste venait d'être magistralement démasqué par la sagesse implacable d'un homme de la terre. Le chèque de 10 000 $ fut encaissé le lundi matin sans le moindre incident ni la moindre contestation. Pour Rick Sever,
Cette somme faramineuse représentait la soirée la plus coûteuse de son existence, mais la véritable hémorragie ne faisait en réalité que commencer. Ce fut une agonie insidieuse, une mort lente par 1000 coupures invisibles. Dans les semaines et les mois qui suivirent le triomphe silencieux de la foire, la fréquentation de sa luxueuse concession ne s'arrêta pas net, car les agriculteurs de l'Iowa avaient toujours besoin de filtres, d'outils et de courroies pour travailler. Cependant, la nature intime des conversations avait irrémédiablement changé. Les clients ne franchissaient plus les portes vitrées avec l'étoile de l'achat compulsif dans les yeux. Ils s'accoudaient au comptoir d'un air entendu, un sourire narquois aux lèvres, et murmuraient invariablement la même phrase assassine. « Alors, Rick, 6 pieds, hein ?» Chaque négociation devenait un calvaire psychologique. L'idée redoutable que Virgile avait plantée dans l'esprit de tout un comté avait magnifiquement germé. Si une relique de 800 $ pouvait accomplir le même exploit qu'un monstre technologique de 40 000, alors le vieux tracteur rustique qui dormait dans leur grange méritait sans doute d'être entretenu et respecté plutôt que d'être remplacé à crédit. Privé de son récit d'obsolescence programmée, Rick vit ses ventes de véhicules neufs s'effondrer drastiquement. Il maintint son entreprise à flot avec une difficulté immense à travers la terrible crise agricole des années 80, avant de finalement capituler au début des années 90, revendant sa concession à un grand groupe anonyme. Jamais plus il ne remit les pieds près d'une piste de traction. De son côté, Virgile Tesdal retourna paisiblement à ses 200 acres, imperturbable face à sa nouvelle célébrité locale. Il plaça l'argent du pari sur un compte épargne, un trésor silencieux qui attendit patiemment son heure. Des années plus tard, cette somme inespérée permit de financer les études de sa plus jeune petite-fille, Karen, partie apprendre l'ingénierie mécanique à l'université d'État. Mais l'éducation la plus précieuse et la plus formatrice que la jeune femme reçue ne se déroula pas sous les néons blancs d'un amphithéâtre. À son retour, elle demanda à son grand-père de lui enseigner les secrets intimes du Farmal. Durant tout un été baigné par la lumière dorée de la vieille grange, au milieu des odeurs d'huile lourde et de foin sec, ils démontèrent et remontèrent intégralement le super. M. Virgile lui expliqua avec une tendresse infinie le rôle crucial de chaque engrenage, la noblesse de ses alliages massifs et la philosophie viscérale des concepteurs de l'époque. Comme Karen le confierait avec émotion bien plus tard, ces brillants professeurs d'université lui avaient appris comment concevoir des machines neuves, mais seul son grand-père avait su lui enseigner pourquoi les anciennes refusaient obstinément de mourir. Le destin tragiquement opposé des deux machines scella définitivement cette grande leçon d'humilité. Le glorieux et arrogant John Deere 4440 de Rick fut revendu quelques années plus tard. Aux dernières nouvelles, il croupissait misérablement au fond d'un hangar poussiéreux, immobilisé par un turbocompresseur hors d'usage coûtant 14 cents $, attendant désespérément une pièce de rechange informatique introuvable. Le Farmal Super M, lui, n'a jamais eu besoin du moindre ordinateur de bord ni d'une transmission complexe pour écrire sa légende. Aujourd'hui encore, jalousement choyé par Karen sur les terres familiales, il démarre au quart de tour chaque mois de juillet. Il ne réclame rien d'autre que de l'huile pure, de la graisse épaisse, et le respect d'une main humaine qui sait l'écouter. Virgile nous a laissé un héritage forgé dans le fer, une sagesse intemporelle nous rappelant brutalement que la meilleure machine n'est pas la plus récente, mais celle conçue pour accomplir parfaitement sa mission pendant un siècle. Parfois, l'outil que vous possédez déjà est amplement suffisant. Parfois, le vieux monde n'est qu'à 6 petits pieds de battre l'avenir. Et 6 pieds, à l'échelle d'une vie de labeur honnête, ce n'est vraiment pas grand-chose. Si cette histoire de résilience, d'ingénierie authentique et de triomphe de la sagesse ancienne sur l'arrogance moderne a résonné en vous, prenez un instant pour soutenir notre travail. Aimez cette vidéo, partagez ce récit avec ceux qui chérissent la vraie valeur des choses bien faites, et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines épopées.